Donc effectivement, on va parler de la question de la psychotraumatologie et les enjeux qui existent entre la répétition, les enjeux de perversion et puis un autre concept, c'est la résilience. Expliquer ce concept aussi de traumatisme, c'est voir la complexité qui existe dans le trauma. Parce que rien n'est simple, là où aujourd'hui on aurait peut-être tendance à avoir des enjeux simplistes. Et j'aime à dire que le sujet est complexe et à la fois c'est ce qui fait sa beauté. Et de voir qu'un concept tel la résilience, qui est largement utilisé et usité aujourd'hui, notamment au travers de ce que nous traversons face à un événement qui est la Covid et qui effectivement a des impacts traumatiques, effectivement. Mais c'est savoir quel sens donner à un mot qui s'appelle la résilience aussi, qu'on use et abuse sans savoir de quoi on parle, et il me semble à tort et à travers. Et le risque qu'il y a d'utiliser un concept, en tout cas de manière vulgarisée sur cette manière, c'est qu'on en dilue le sens et la compréhension. Et vous dire ça, c'est aussi expliquer combien dans la conception, en tout cas du trauma, il y a des enjeux qui ne sont pas aussi nets que, par exemple, des enjeux du trauma, aller directement vers la résilience, et que les enjeux, c'est pour ça que j'ai introduit ces enjeux qui sont dialectiques, c'est-à-dire cette part à un moment d'enjeu complexe du sujet, de parts qui s'opèrent en lui, qui peuvent aller sur des nuances où il peut y avoir des répétitions, les enjeux de perversion, on verra ce que c'est, et effectivement également la résilience. Donc évoquer le trauma, c'est évoquer quand même des choses qui sont datées et les travaux qui ont été conceptualisés, d'abord par l'approche psychanalytique depuis Freud jusqu'aux propositions contemporaines de ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, qui est une évolution dans les concepts avec, par exemple, les cellules d'urgence médico-psychologiques qui ont été créées, en tout cas en France, dans les années 95, 90-95, suite aux attentats. Et c'est l'ensemble des travaux qui ont largement permis de faire évoluer le débat depuis Freud, qui a parfois été houleux et violent en regard des différences épistémologiques et qui demeure toujours d'actualité en 2021. Et si j'insiste sur ça, c'est que l'objet de mon propos, en tout cas, n'est pas de rentrer, en tout cas, dans le débat de cette guerre, notamment des communautés ou des dogmes, parce que je crois que ça n'a pas de sens dans le propos. Et je vais revenir à ça, parce que notamment dans les pistes d'accompagnement du psychotrauma, je crois que nul n'a la vérité, qu'à un moment, c'est cheminer sur une démarche plus de compréhension plutôt que de savoir qui a raison et d'enjeux narcissiques, me semble-t-il. Donc, parler du traumatisme, on ne peut pas faire fi des travaux de Freud qui a travaillé sur ce concept du trauma et qui a beaucoup évolué. Je ne veux pas voilà, m'attarder trop, mais c'est expliquer aujourd'hui ce qu'on dit sur la psychanalyse et du trauma, qui est souvent vraiment un raccourci, qui est souvent, oui, la psychanalyse a une hégémonie qui était sans doute, qui était trop à une époque, mais je crois qu'aujourd'hui on en fait de tels raccourcis, voilà, et qu'on en perd aussi le sens. Et les premiers travaux de Freud, qui a énormément évolué sur le trauma, étaient importants, hein, puisque sur la période de 1895 à 1905, il établit des modèles princeps du trauma avec la notion qu'on appelle d'après-coup, c'est-à-dire qu'il est sur la question du fantasme et il évoluera dans les années 1905 jusqu'à dans les années 1920, où effectivement, alors beaucoup de gens reparlent de ça parce que Freud parlait du développement sexuel infantile et des questions de la sexualité, mais il faut savoir que Freud a beaucoup cheminé sur ces questions traumatiques et que dans cette période-là, il abandonnera aussi ce qu'on appelle la neurotica en 1897, c'est-à-dire où c'est plus la question du fantasme hein, qui est au centre même. Et vous dire ça, c'est que voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup cheminé sur la question traumatique. Et à partir des années 20, Freud parlera en termes de trauma, d'effraction du par-excitation. Voilà, c'était juste pour préciser aussi que Freud a beaucoup cheminé, là où aujourd'hui, quand on parle de psychanalyse et où on parle de trauma et de psychotrauma, il me semble qu'on est très réducteur sur ce qu'on a dit de Freud, même si moi-même aujourd'hui je le suis, de ce qu'il a écrit, parce qu'il avait aussi beaucoup cheminé.
Donc, pour avoir un effet traumatique, le ou les événements doivent représenter donc une menace réelle ou potentielle, ou voire imaginée, c'est-à-dire fantasmée, pour l'intégrité psychique d'une personne et dépasser ses possibilités de réaction intrapsychique et survenir de manière soudaine et imprévue et s'accompagner d'un sentiment vraiment d'impuissance avec une teneur dans cette captation de l'impuissance, de la détresse et d'effroi, de solitude, d'abandon et de confrontation avec le risque de la mort. Chacun de mes mots a sa place parce que là aussi, quand on parle des concepts que je vais développer tout à l'heure, c'est savoir de quoi on parle quand on parle de psychotraumatisme. Parce qu'il faut reposer aussi les choses dans leur contexte et sur une dimension épistémologique. Donc, c'est-à-dire que lors de cet événement, la personne, le sujet, fait une expérience qui va être brève ou prolongée d'un ressenti au rapport à la mort qui fait partie du domaine du champ des possibles dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une effraction possible et dans le lien qu'il a pu avoir dans le rapport à la mort, qui peut être réel ou pas, ou celle face à un tiers dont il a été à côté, par exemple. Et donc, il y avait un auteur Terre qui développait deux types de traumatisme pour le coup, c'est-à-dire un traumatisme de type 1 qui se rapporte aux événements uniquement isolés, limités dans le temps, induits par un agent stressant aigu, par exemple les catastrophes, les accidents, les attentats, les agressions physiques, les incendies, voilà. On appelle ça un traumatisme simple, dit type 1, ou les traumas de type 2, c'est-à-dire où la situation qui se répète, où la menace réitère et à se reproduire, et ce sont par exemple toutes les violences intrafamiliales, les viols, les incestes, où il différencie ce type de trauma. C'est vraiment important de le saisir parce que autant le concept de trauma existe, mais le rapport au trauma n'est pas le même. Donc je trouvais important de situer les deux types de trauma. Donc, les causes de trauma sont variées. Elles peuvent être des causes, par exemple, de deuil, de rupture violente, de viol, je l'ai dit, d'abus sexuels, de climat incestuel dans les familles. Je tiens à parler de ça parce que le climat incestuel, sans parler d'inceste, c'est-à-dire ça fait une résonance de climat où les places ne sont pas respectées dans les familles et crée ce que Torok et Abraham appelaient les cryptes, c'est-à-dire tous les secrets de famille. Ça crée des psychotraumas de manière très, très importante. L'inceste, on en parle beaucoup, mais le climat incestuel, c'est-à-dire ce subodore qui transpire dans les familles, est très traumatique, et l'inceste aussi. Ça peut être donc des accidents de la voie publique avec parfois des blessures. Ça va être tout ce qui est de l'ordre actuel aussi, hein, des nouvelles modalités qui existent, le harcèlement scolaire, moral, physique, psychique, le bashing sur Internet aussi qui, de par la fulgurance, crée des épisodes traumatiques. J'en ai parlé, bien sûr, les violences intrafamiliales, conjugales, tout ce qui est de l'ordre aussi de l'endoctrinement sectaire, hein, voilà. Les menaces ou les événements en tout genre qui vont créer des traumatismes précoces aussi chez un enfant, les troubles du lien d'attachement, mais c'est tous les liens d'attachement précoces qui vont être altérés de par les défaillances dans ces liens qui vont créer des psychotraumatismes. Voilà, les guerres, les génocides et toute exposition insécure à long terme liée aussi à la précarité sociale, aux privations, aux humiliations et qui vont générer sur du plus ou moins long terme des situations psychotraumatiques. Ça, vous voyez, le panel est donc large, mais à la fois, c'était important d'en redonner les définitions. Après, c'est savoir que tous les sujets ne sont pas susceptibles de vivre le traumatisme de la même manière et de manière identique, et dans des formes et des intensités qui peuvent être par contre identiques. C'est-à-dire que personne ne répondra, par exemple, face à un attentat ou face à des violences intrafamiliales. Chaque sujet aura cette singularité. Et la réponse traumatique sera tout le temps singulière, me semble-t-il, même si on a théorisé autour. Voilà, la réponse traumatique sera aussi singulière.
La vulnérabilité varie d'un sujet à l'autre parce qu'elle est liée à la personnalité du sujet et ça c'est vraiment important. Et quand je dis non seulement la personnalité, c'est aussi ses ressources et ses potentialités. Et ça c'est vraiment important de le comprendre, à son histoire personnelle, et ça j'y reviendrai parce qu'en tout cas moi c'est les pistes que je travaille en termes de, pour le coup, de retravailler le trauma et comment, on en reparlera à la fin de ce cours, et notamment de ce qu'on appelle l'éventuel traumatisme passé qui vient réveiller, c'est-à-dire qu'un trauma, à un moment, c'est ce que Freud appelait l'après-coup, et ça, je crois qu'il faut en prendre compte, c'est-à-dire qu'à un moment, dans un événement traumatique, qu'est-ce que vient réveiller cet événement traumatique, sinon parfois un trauma antérieur. Et ça, c'est important pour ne pas faire fi de ça. Mais également, il va falloir tenir compte du phénomène contextuel de l'arrivée. Et nous en parlerons aussi des facteurs génétiques, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des neurosciences et je voudrais recontextualiser ce facteur qui est très important et apporter aussi des éclairages là-dessus. Donc, vous l'aurez compris, il y a une différence entre la notion du traumatisme et de choc traumatique aussi. Voilà, c'est aussi des notions. Alors, il faut savoir que chez les enfants, les conséquences elles seront différentes. Les traumatismes pourraient favoriser la mauvaise adaptation de l'enfant et risqueraient d'en faire un adulte présentant d'éventuels troubles mentaux, hein, puisqu'il est évident qu'à un moment, plus le trauma va être précoce, et notamment dans les stades préverbaux, c'est-à-dire avant que l'enfant puisse mettre en mots ce qui lui est arrivé. Les conséquences, en tout cas à long terme, du trauma peuvent être délétères sur d'éventuels troubles mentaux, des difficultés d'apprentissage scolaire, des comportements délictuels, la délinquance, sur toute personne qui aurait intériorisé des traumatismes de manière précoce. C'est-à-dire qu'un seul de ces facteurs constitue un risque, certes, mais en fait, c'est l'association de plusieurs qui va bien sûr multiplier le danger, et c'est pour ça que je parlais de complexité. Et plus les facteurs traumatiques vont être additionnels, plus cela constitue une progression accrue de la menace traumatique. Donc, de nombreuses études ont été réalisées sur la transmission de l'attachement et en particulier, notamment que ce qu'on appelle les figures d'attachement procurent un attachement sécure, et plus cet attachement va être, qu'on dit sécure, c'est-à-dire sur de sécurité affective, ainsi plus le niveau de sécurité interne de l'enfant sera apte à, pour l'avenir aussi, et ça c'est important de le comprendre, à assumer l'éventuelle désorganisation que pourra générer un traumatisme, là où, à contrario, là où l'attachement sera vraiment insécure, déjà, les difficultés par rapport à cet enfant, ou quand l'insécurité est elle-même traumatique, va générer encore des difficultés supplémentaires et va provoquer les troubles que j'énonçais précédemment. Je voudrais revenir sur l'état de stress post-traumatique. C'est la survenue, donc, je l'expliquais pour le coup, d'un état, d'une confrontation avec le réel, supposé ou réel de la mort. C'est-à-dire qu'à un moment, dans un événement de vie, le traumatisme va faire une effraction psychique et vient toucher aussi une émotion complètement archaïque qui va être celle de l'angoisse. Et c'est ce qui va donner une sémiologie clinique, c'est-à-dire un ensemble de signes euh, que rencontre en tout cas le sujet, et qui s'appelle, et ça déjà Freud l'avait évoqué, c'est-à-dire l'effroi. Et c'est ce que peut dire le sujet: je me suis vu mort. Alors là, c'est vraiment dans l'état de stress post-traumatique, j'ai vu la mort en face. Et c'est là où il faut tenir compte du double impact et de l'après-coup, ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça ne sera pas pareil, cet impact-là, s'il est unique, que si on est sur un sujet qui a connu lui-même aussi des événements traumatiques de par sa vie antérieure ou d'insécurité. En ce sens, en a Freud déjà parlé de ce qu'on appelle du double impact traumatique. C'est-à-dire qu'il va y avoir le traumatisme en lui-même et la représentation qu'en fait le sujet. Et c'est là où il faut être conscient qu'il y a toujours le trauma en lui-même et la représentation qu'en fait le sujet. Donc, l'angoisse du symptôme, elle va être d'une grande fulgurance, elle est soudaine, brutale, elle est très réactionnelle à l'événement.
Il y a donc effraction psychique dans l'état de stress post-traumatique, hein. Il se crée une rupture complète de la temporalité et c'est ce qui fait que, en tout cas dans le choc traumatique, il y a un avant et un après. Et ça, les patients qui ont vécu ça le décrivent très bien. Et c'est ce qui fait que, suivant les personnes, comment elles se sont construites, il va y avoir ce qu'on appelle un stress adapté de la personne face à l'événement, qui peut mettre en place ce qu'on appelle des stratégies de coping. Je vais y remettre. C'est la différence entre la résilience et le coping. Le coping, alors c'est les concepts de Lazarus, hein, qui est plutôt comportementaliste, et qui sont les stratégies que met en place un individu face à un stress. Sauf que là, on est sur des états de stress en trauma, en psychotraumato, qui sont souvent des états de stress dépassés, avec des choses qui sont de l'ordre de la sidération, je reprendrai ces terminologies, de l'agitation, de fuite panique, de comportements qui vont être automatiques, dissociatifs. Et ces réactions sont en tout cas, sont des indicateurs cliniques du choc traumatique, mais pas forcément d'une pathologie qui va venir ultérieurement. Voilà. Il faut savoir que chez les enfants et chez les plus jeunes, ça aussi, la confrontation, et je vous le disais, sur l'immersion de trauma qui va être répétée, par exemple en intrafamilial, peuvent prendre l'expression corporelle et des fonctions instinctuelles. Je vais revenir sur ça. Ça veut dire instinctuel, c'est-à-dire des attitudes archaïques, des balancements, des traits autistiques qui peuvent apparaître, l'agitation, des troubles irritatifs ou et je parlais aussi des archaïsmes, je vais l'évoquer chez l'enfant, hein, qui peuvent être le retour à l'encoprésie, l'énurésie, qui peuvent être aussi, où il faut en tout cas avoir comme hypothèse, en tout cas, la question psychotraumatique du sujet. Alors, je vous ai parlé de signes. Dans l'état de stress post-traumatique, il va y avoir ce qu'on appelle l'état dissociatif, et ça c'est important aussi, qui définit l'état psychotraumatique, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation péritraumatique, c'est-à-dire que le mécanisme de projection psychique s'opère avec une effraction et la personne peut dire, par exemple, j'étais là sans être là, avec parfois des sentiments de décorporation, ce qu'on peut voir aussi dans certaines personnes qui ont été violées, c'est-à-dire qu'il y a une dissociation qui s'opère et la personne peut dire je me voyais et je le voyais comme si j'étais spectateur de la scène. C'est une manière que le psychique a à se protéger face à l'insupportable qu'il a à vivre. Donc c'est un sentiment subjectif de torpeur avec d'irréalité aussi, hein, de bizarrerie de soi, puisque c'est des attitudes aussi de dépersonnalisation, et environnementale, c'est-à-dire de déréalisation, avec une modification de l'écoulement de la temporalité, où le sujet face au psychotrauma, en tout cas, perd aussi tous ces repères-là, avec parfois, et ça c'est important de le savoir, parce que des amnésies qui peuvent être lacunaires, complètes ou partielles, et c'est ce qui fait qu'on se retrouve aussi avec des gens ou des jeunes personnes qui peuvent dire ben, je ne me rappelle plus de ma vie à partir de 7 ans, 8 ans, et qui participent aussi à créer des amnésies, tant l'effraction psychique a créé une atteinte cognitive. Je vais revenir, c'est important de comprendre ces enjeux parce que dans les pistes aussi, aussi, en tout cas que j'arbore et que je t'interroge plus personnellement par rapport à l'accompagnement des personnes, ces amnésies peuvent parfois être réversibles. Donc il y a une perte transitoire de la capacité d'association entre la pensée, le souvenir, l'émotion, les ressentis corporels, et ça c'est important, de par cette effraction, et qui peut persister des jours, des mois, voire des années pour certains. Et puis, il va y avoir des autres signes, notamment là, on est sur des événements psychotraumatiques qui peuvent survenir aussi. C'est ce qu'on appelle les reviviscences. Les reviviscences, c'est-à-dire que la scène revient sous forme de flash. Ça peut être des cauchemars, des insomnies. Il peut y avoir aussi tout ce qui est de l'ordre de stratégie d'évitement, c'est-à-dire que la personne, par exemple, elle ne peut plus revenir sur le lieu, un endroit, une place d'une ville où se sont passées les scènes. Les altérations de la sphère cognitive, je viens de l'expliquer, il peut y avoir la mémoire, mais ça peut être des déficits de concentration et thymique, c'est-à-dire la thymie, c'est tout ce
jusque dans le rapport de l'humeur, avec des variabilités de l'humeur, des oscillations qui peuvent passer de la joie à la tristesse, de l'impulsivité aussi à la colère, à la tristesse. L'augmentation aussi parfois de la réactivité avec ce qu'on appelle des hyperesthésies émotionnelles, c'est-à-dire que la personne peut avoir de l'hypersensibilité, se mettre à pleurer comme ça d'un coup. Ou des hypersensibilités à type d'hypervigilance, c'est-à-dire des peurs d'être suivi, de revoir une personne, parce qu'il peut y avoir des enjeux où, face au trauma, elle est en hypervigilance, que ce soit au niveau de l'émotion ou dans la peur que se réitère l'événement et dans les fractions qu'il a créées. Et ça donne, alors ça c'est des propos qui sont rapportés, j'ai peur de le revoir, je me retourne sans cesse, quand j'écoute une musique, ça me refait penser à lui, je revois la scène, j'angoisse, je panique, je me sens oppressé, serré. Il peut y avoir dans certains cas un retrait social accru aussi de la personne, c'est-à-dire qu'il peut aller dans un état dépressif et cet état dépressif peut aller jusqu'à la dépressivité chronique du sujet. C'est pour ça que dans les chocs post-traumatiques, les prises en charge sont quand même importantes pour éviter la chronicisation du trauma qui va faire qu'à un moment, en tout cas des voies électives, parce qu'elles sont complexes et divergentes, serait la dépressivité du sujet de manière chronique. Et un registre émotionnel qui va s'amoindrir parce que sous l'effet de la sidération. Donc, il y a une perte momentanée des capacités développementales acquises aussi. Le trauma, je disais, crée un avant et un après, qui peut aller jusqu'en lien avec la dépression aussi, ou la dépressivité du sujet, une diminution de l'intérêt, de l'engagement, des activités, du comportement. Voilà. Il y a des spécificités que je note aussi par rapport à l'enfant plus spécifiquement, c'est-à-dire que l'enfant peut aller moins dans le jeu, il peut y avoir de l'évitement aussi, des détournements notamment chez les bébés. Ça c'est important parce que c'est important les détournements du regard de la tête, des comportements actifs du bébé qui vont aller en fait dans l'évitement du regard. Le refus d'aller se coucher, ça c'est pour les enfants, les difficultés à l'endormissement, des terreurs nocturnes aussi, qu'il faut dissocier des terreurs nocturnes qui sont complètement normales aussi, qui apparaissent à certains âges de la vie et des stades infantiles. Les réveils nocturnes répétés, des troubles de la concentration et de l'attention, des hypervigilances des enfants aussi qui sont très insécures, des réaction de sursaut exagéré. Et là aussi, on retrouve des troubles du comportement où on va retrouver des enfants, et c'est là où il faut être prudent aussi, qu'on va très vite diagnostiquer comme hyperactifs, irritables, avec des spasmes, qui soient d'ailleurs de l'angoisse, du sanglot, ou avec des accès à la colère, et qui peuvent être tout à fait liés à un tableau traumatique. Et c'est pour ça qu'il faut faire du diagnostic différentiel aussi, de voir dans quel registre on se situe. Donc, ça surajoute d'autres éléments qui vont être, par exemple, des mouvements de colère et d'impulsivité envers les pères et les angoisses chez l'enfant de séparation, les enfants qui restent collés à l'adulte et qui ne peuvent absolument plus se séparer. Une angoisse qui va être la peur d'être seul, la peur du noir, je vous en parlais tout à l'heure, mais c'est aussi des régressions archaïques, notamment l'énurésie, c'est-à-dire que l'enfant qui va se remettre à faire pipi ou caca, c'est l'encoprésie, ou des régressions de type infantile, comme reparler comme un bébé. Et là aussi, quand j'explique ces signes-là, il faut les revoir comme des diagnostics différentiels pour éluder la question psychotraumatique, parce que ce sont des signes qu'on peut retrouver dans d'autres tableaux. Mais en tout cas, il faut avoir dans l'idée, quand on a des enfants qui présentent des signes de cet ordre-là, avoir l'hypothèse, en tout cas, de la dimension de la sphère psychotraumatique. Donc, il peut y avoir des comportements défaitistes, la tristesse de l'enfant, voire des provocations masochistes qu'on peut avoir chez aussi certains ados qui peuvent passer par des stages de scarification, de mutilation. Et on peut retrouver aussi des enfants qui se tapent et des archaïsmes où ils se mordent, ils se tapent la tête contre les murs. Je parlais de retrait autistique, c'est-à-dire des balancements autistiques qu'en font les jeunes autistes qui en fait sont des mécanismes de défense et des réponses archaïques au trauma. Voilà. Donc voilà un peu tout le panel qui peut exister.